Il y a un adage chez nous qui dit que le sang ne se perd pas. Les relations entre parents et enfants, les relations filiales sont carrément de l'ordre divin. Vivre sans un parent, c'est comme vivre amputé d'une partie de soi. On ressent comme un manque, un trouble de l'identité, une perturbation, comme l'a vécu notre invité de ce jour. Bonjour et bienvenue sur Reflet TV dans votre émission Quelle histoire? Nous recevons aujourd'hui Madame. Bonjour. Je suis Madame Isabelle Bétouin. Bienvenue sur le plateau de Reflet TV. Alors, on va parler de la jeunesse de votre histoire. Vous avez vécu une histoire très émouvante et on ressent déjà les perles dans vos yeux. On ressent déjà que vos yeux brillent. Comment commence tout ceci? La vie de la petite Isabelle. Comme je le disais tantôt, je suis Isabelle Bétia. Je suis fille de M. Bétia, c'est qui est l'élégance, et de ma mère. Depuis l'âge de 6 ans, je vivais dans une famille. On partait par le monde avec mes frères et soeurs. J'ai un frère et une soeur. On vivait avec eux depuis toujours. Et des grands frères et grandes sœurs. Un grand frère et une grande sœur. Et nos rapports étaient vraiment beaux fils. Parce qu'on n'avait pas de soucis dans notre vie de famille de tous les jours. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après, à l'âge de 6 ans? Puisque vous avez évoqué l'âge de 6 ans tout à l'heure, donc c'est à cette année-là que vous avez commencé à... L'âge de 6 ans est pour moi l'âge du déclic. L'âge qui m'a fait découvrir beaucoup plus de choses sur ma vie de tous les jours. Comme je le disais tantôt, j'étais dans une famille où il y avait papa et maman, et frères et soeurs. Mais, à l'âge de 6 ans particulièrement, mon frère aîné, il ne cessait pas de me dire chaque fois que je n'avais pas les traits de descendance de notre papa. Ah bon? Ça, il me le disait. Et lui, il avait quel âge à cette époque? À cette époque, il avait 4 ans de plus que moi, donc 10. Et pour moi, dans un premier temps, ce n'était pas un problème. Vu que mon grand frère, je me disais que, bon, peut-être qu'il voulait faire cela pour un chantage, parce que parfois, il le faisait et je lui donnais ce que j'avais comme friandise. Donc, au départ, ce n'était pas un problème pour moi de m'entendre dire ça. Mais à un moment donné, ça a été trop récurrent. Je le disais chaque fois. Donc, j'ai décidé une fois d'aller poser une question à ma mère. Je suis allée demander à ma mère. Maman, Yannick ne cesse pas de dire que je ne suis pas sa soeur biologique. Parce qu'il dit que je n'ai pas le trait de descendance de notre papa. Et à vrai dire, c'était visible. Je n'avais pas le trait de descendance. Et à 6 ans déjà, toi tu arrivais à percevoir que tu ne ressemblais pas à ton papa qui était à la maison. Oui. Il faut dire que depuis toute petite, j'ai été toujours éveillée. Donc ça faisait de moi une personne qui ne cachait pas vraiment ses sentiments. Tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais, je le disais promptement. Et donc, quand il me l'a dit, je suis partie vers ma mère pour lui demander. En demandant à ma mère, elle m'a dit de ne pas écouter ce qu'il dit dans un premier temps. Une seconde fois, il l'a dit et je suis revenue encore vers elle. Elle m'a dit que, mais pourquoi je vais me fier forcément à ce que Yannick me dit? Que c'est mon père, le monsieur qui est à la maison avec moi, mon père. Yannick, c'est l'enfant de ta maman? Yannick, il est mon demi-frère, c'est l'enfant de mon papa. Et là, tu étais consciente déjà que c'était ton demi-frère? Oui, j'étais consciente que c'était. Mais quand ça se passait comme ça, maman n'appelait pas Yannick pour lui demander pourquoi tu dis ça à ta soeur, tout ça? Maman n'avait pas trop la main mise sur l'éducation de Yannick et de ma soeur aînée. D'accord. Parce que c'était pas ses enfants. C'était pas ses enfants. Donc elle faisait un peu profil bas, il fallait qu'elle soit une belle-mère, mais un peu... Okay. Avec beaucoup d'écart vis-à-vis d'eux. Et donc, la toute dernière fois quand il me l'a dit, je suis partie vers maman pour essayer de comprendre dans le moindre détail. Parce que ça commençait à m'agacer en place. Et quand je suis partie vers elle, elle m'a tout de suite fait cela et elle m'a dit que mon père est décédé. Pour l'enfant que j'étais, ça a été tout d'abord un choc. J'imagine. Parce que la première chose que je sais, c'est que je suis dans une famille où je porte le nom du monsieur en question en fait. Ah, d'accord. Parce que j'ai porté son nom, j'ai fait la classe de maternelle avec son nom, toutes les sessions de maternelle avec son nom, et la classe de CP1 et CP2. Et c'est à partir de la classe de CE1
Tu avais quel âge déjà? 7 ans. Aussi 7 ans. L'âge de la conscience, 7 ans. Donc tu es conscient de toi-même et avec tous les reproches que ton frère Yannick tout le temps, tu ne ressens pas, tu ne ressens pas. Donc là, ça a vraiment été un déclic. Ça a été le déclic quand elle m'a dit que, effectivement, mon père était décédé. Alors Isabelle, à 7 ans, dans ta tête de petite fille, tu apprends que tu as un père qui n'est pas celui que tu as toujours connu, celui dont tu portais le nom, et qui est en plus qui est décédé. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens quand ta maman te dit ça? La seule chose que je ressens en ce moment précis, c'est beaucoup de douleur dans le cœur. Beaucoup de douleur dans le cœur. Parce que c'était comme si tout me tombait là-dessus, en un claque. Et donc, mon petit monde s'écoule. C'est beaucoup de choses. Et jusque-là, ta relation avec ton papa était comment? Ton papa que tu as toujours connu depuis petit, comment c'était la relation avec lui? La relation avec lui a toujours été au Tu n'as jamais senti qu'il y avait un C'était problème? le père idéal. C'était un monsieur aimant, Oui, c'était le père plaisant. idéal. Il était vraiment. Tu m'as dit que tu as fait les 3 maternelles, ça veut dire qu'il a payé ta scolarité sans problème. Alors qu'il y a beaucoup de parents qui font faire 2 maternelles, mais même pas de maternelle à leurs enfants. Franchement. C'était vraiment le père aimé. Si je dois garder une image de lui, c'est l'image du père qui m'a toujours aimé. D'accord. Voilà, donc c'était à la fois 2 chocs. De savoir que ce père qui m'a toujours aimé là n'est pas mon père. Mais pourquoi est-ce qu'il se comportait comme ça avec lui? C'était la première question. Et la seconde question, c'est de savoir que celui dont j'étais la fille est décédé. Et pour une gamine de mon âge, ce n'a pas été facile. C'est quand même beaucoup à avaler tout ça en même temps. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe les jours à venir après avoir appris cette nouvelle? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe après? Les jours qui ont suivi, je me rappelle bien qu'une fois, dans la nuit, j'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Parce que c'était la seule chose que je pouvais faire pour me sentir libre. Et donc, quand le président le matin, j'ai décidé de me confier à la soeur de ma maman, de qui j'étais beaucoup plus proche. Quand je lui ai fait cas de ce que je vivais, elle m'a dit que ce n'était pas la peine de me fier à ça, que ça pouvait être une mauvaise blague de ma mère. Peut-être parce que en ce moment, il y a une première difficulté, tout ça. Mais franchement, j'y croyais. Quand ta maman te disait ça, t'as dit avec beaucoup de sérieux. Donc c'est vrai que tu étais un enfant, mais quand même tu croyais. Parce que j'avais jamais vu ma mère dans cette posture. Donc nous le disons, bien que je ne reçois pas d'autres informations, mais j'y croyais fermement. Donc qu'est-ce qui se passe après que tu aies parlé avec ta tante? J'ai commencé à faire des recherches personnelles. Mais ce que j'ai oublié de signifier, il y avait un monsieur avec qui on était dans le même quartier, qui était vraiment généreux à mon égard. Chaque fois que je me retrouvais à la boutique pour faire des achats pour ma mère, il me donnait des friandises. Il me donnait tout le temps des friandises. Et pour moi, c'était un tonton généreux. Un tonton du quartier. C'est comme ça que dans un premier temps, j'ai appréhendé. Et à la suite de ça, une fois, pendant que j'étais allée faire des courses pour moi, après qu'il m'ait remis les friandises, il m'a dit qu'il est le frère de mon père. Comme ça? Tu as ajouté ça comme ça au visage? Qu'il est le frère de mon père. Et c'était comme si ça venait un peu éclairci, me donner vraiment un chemin. Parce que moi, j'étais à la recherche de mon père, même s'il était décédé, mais j'étais quand même, je me disais quand même qu'il avait une famille. Et tu avais quel âge à l'époque? J'avais 7 ans. Toujours dans la même 7e année? J'avais 7 ans. Et ce temps-là, j'étais amie à sa fille. Donc ta cousine, inconsciemment. Voilà. Et donc ce soir, je me suis rendue chez elle pour avoir d'autres informations, pensant qu'elle pouvait me donner d'autres informations. Je suis partie chez elle, j'ai essayé de lui poser des questions, est-ce qu'il y a combien de temps, tout ça, mais effectivement, elle ne savait rien. En fait, on se rend compte qu'à 7 ans, avec toutes ces informations-là, une petite fille est en train de devenir une femme, tout simplement parce que prendre des initiatives, aller faire des investigations pour savoir d'où on vient, son origine, à 7 ans, franchement, il faut avoir été touché pour en arriver là. Et qu'est-ce que ton ami te dit? Ta amie m'a dit qu'elle n'avait pas d'informations, puisqu'elle était gamine comme moi, donc ce n'était pas des choses qu'elle savait peut-être. Et donc j'ai décidé de voir son père qui était mon oncle pour essayer de parler avec lui. Il a dit que je devais retourner vers ma mère parce qu'elle pouvait mieux m'expliquer ce qui se passait. Quand je suis revenue à la maison, je n'ai pas eu la force de parler à nouveau de ça à ma mère. Et quelque temps
Je crois que, juste à ce que ce soit les vacances scolaires, ma grand-mère arrivait à la maison. Mais c'était notre quotidien. Ma grand-mère venait, ma grand-mère maternelle, elle venait à la maison quand elle venait. Mais cette fois, quand elle est venue, quand j'ai essayé de lui demander le motif pour lequel elle était là, elle a dit que c'était pas pour se reposer. Parce que toutes les fois qu'elle venait, c'était pour un repos. Même elle a dit que cette fois, c'est pas pour un repos. Mais c'est plutôt, elle est là pour ma cause. Elle est là parce qu'il y a quelque chose qui me concerne qu'ils doivent juger. Bon, j'essaie de lui poser certaines questions. Elle m'a dit que tout va se faire en ma présence. Donc, je n'ai pas besoin de partir plus vite. D'accord. Et donc, on attend que ce soit le jour que je sache la vérité. Mais 2 jours avant ça, je me rends à la boutique du quartier comme d'habitude pour acheter de quoi, pour acheter certaines choses pour maman. Mais là-bas, je rencontre une personne. Vraiment, je suis identique à cette personne. On avait le même visage, le même sourire. Alors, tu croises un monsieur qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau à la boutique. Comment déjà tu te rends compte qu'il te ressemble? Enfin, je dis, qu'est-ce que tu ressens? Enfin, je pose toutes ces questions parce que je suis aussi émue et étonnée que toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois? Quand je le vois, le premier sentiment que j'ai, c'est pourquoi est-ce que je ressens mystérieusement à cette personne? Donc, j'ai qu'une seule chose dans ma tête, aller vers la personne pour avoir donc l'information. Et avant que je ne sois à son niveau, il avait pas mal de choses dans ses mains, comme des féministes d'enfants. Et il m'en a donné. Et à la suite, il m'a dit qu'il est mon père. T'as dit ça comme ça? Comme ça, il m'a dit qu'il est mon père. Mais à la boutique là, comme ça là? À la boutique, parce que ça s'explique après. Il était là pour la réunion de laquelle ma grand-mère t'avais parlé. Et donc, il me dit qu'il est mon père. Et je retourne avec cette information à la maison. Quand j'arrive à la maison, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de tout déposer et de... Ça va. Alors Isabelle, ça va? Ça va. Ça. Donc, quand il te dit ça, tu retournes à la maison et tu en parles à qui? À ta maman, à ta grand-mère, à tes tantes qui sont là? À personne? Je rentre tout droit dans la maison. Je dépose les articles que j'avais dans la maison. Je rentre tout droit dans ma chambre. Parce que c'était pas facile. Ça fait beaucoup d'émotions pour un enfant quand même. Comment tu t'es sentie? Pourquoi tu pleurais? Tu pleurais d'avoir retrouvé ton père de joie ou bien tu pleurais de tristesse parce que ta mère t'avait menti? Je pleurais parce que c'était trop d'informations pour moi. Pour moi, je n'étais pas assez apte à avoir ces informations. Et donc, pour ça, je pleurais. Et il y avait aussi quelque part, 7 jours, de rencontrer finalement celui qui est mon père. Et ce petit pincement au cœur de savoir que celui qui a toujours été là depuis son enfance. Donc je pleurais pour plusieurs raisons. D'accord, je suis là. Sois forte, sois forte. Si tu es venue parler ici, c'est que tu es passé à autre chose aujourd'hui. Je veux mettre ces larmes-là sous le coup de la nostalgie peut-être, mais je pense bien que tes blessures sont guéries. Parce que par la grâce de Dieu, tu aurais pu ne jamais rencontrer ton père, ne jamais savoir la vérité, mais voilà, l'univers a tout mis en place pour que tu puisses croiser ton père. Alors Isabelle, les jours qui ont suivi cette découverte avec ton père, tu l'as découvert, il t'a dit qu'il était... Comment d'abord ta famille a su? Je veux parler de ta mère, ta grand-mère, tes tantes. Comment ils ont su que tu étais au courant désormais? Et quelle a été leur réaction les jours qui ont suivi? Quand je pleurais, il y a ma tante qui est super proche de moi. La même tante à qui tu avais parlé la première fois? Qui est rentrée dans la chambre et qui m'a demandé. Elle a insisté parce qu'au départ, je ne lui ai rien dit. Mais elle a insisté. Finalement, je lui ai dit que j'avais rencontré mon papa, tout ça, que se ressemblait et qu'il m'avait dit qu'il était. Je vois ici que cette histoire de ressemblance a été pour beaucoup dans
dans cette histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que tout est parti de là, en fait. La ressemblance, comme je disais à l'introduction, le sang ne se perd pas, en fait. Donc, une fois dehors, elle a informé ma mère, mes autres tantes. Et elles ont formé un groupe. Elles sont allées faire des histoires. Puisque mon père logeait dans la fille de son frère, mon oncle en question, mon père logeait là-bas. Donc elles sont allées. Vous étiez à Abidjan? Oui, Tout ça se passe à Abidjan. Donc ton père, il était venu spécialement pour régler le problème dans le quartier en fait où vous étiez. Lui, il était à Abidjan aussi. Il vivait à Abidjan à l'époque? Ah d'accord, donc il est venu régler le problème en fait. D'accord. Mais la question que je vais te poser maintenant, est-ce qu'au moment où ta mère était enceinte de toi et tous tes parents étaient toujours ensemble, est-ce qu'il savait, il était au courant de ton existence ou bien c'est lors de cette histoire-là qu'il va savoir que tu existes et tout? Mon père savait depuis la grossesse de ma mère que ma mère portait un enfant qui venait de lui. Mais pourquoi ils ne sont pas restés ensemble? Pourquoi est-ce que, bon, même s'ils n'étaient pas ensemble, que ta mère était remariée, pourquoi ton père n'a pas donné son nom? T'as pas donné son nom? Pourquoi tout ça en fait? Ça aurait pu être une famille recomposée normale où tu portais le nom de ton père, il s'occupait de toi et puis ta maman était remariée dans le foyer. Mais qu'est-ce qui emmène toute cette histoire-là? Pourquoi? On veut savoir. C'est plus tard que mon père m'a fait savoir que depuis que ma maman était enceinte de moi, mes parents paternels ne voulaient pas que mon père se marie à moi. Donc ils ont fait mains et pieds pour ne pas que leur relation marche. Et donc ma mère était enceinte de moi à 7 mois quand elle est partie de la maison. Qu'est-ce qu'ils reprochaient à ta maman? Mes parents paternels reprochaient à ma mère d'être un peu trop autoritaire. Et pourtant mon père c'était l'incarnation de la douceur, de la sagesse, de tout ce qui est agréable. Et donc pour elle, le fait que ma mère soit à ses côtés, elle aurait même mis sur tout ce qui comptait, tout ce qui appartient à leur frère. Donc du coup, elle n'aurait pas bénéficié de quelque chose. Tout ce qui appartient à leur frère. Ton père, il avait les moyens? Oui, il avait les moyens. Il avait les moyens parce qu'il était un cadre bien placé dans la société. D'accord. Donc je suis sûre que cette histoire a dû le blesser lui aussi. Il sait qu'il a un enfant, il ne peut pas se rapprocher de l'enfant. Ta mère aussi a dû être blessée aussi de son côté, sa famille, parce qu'on l'a séparée de son amour pour des histoires de... Je dis, la relation entre eux ne regardait pas normalement les parents de ton père, mais ils se sont mêlés et ils se sont séparés. Tout ça, c'est toi qui as pris les pots cassés. C'est ça. Mon père a fait, après la réunion qui devait avoir lieu, pour laquelle ma grand-mère était là et pour laquelle aussi mon père était là, ma grand-mère a décidé parce que ma mère ne voulait pas le redonner à mon père. Elle avait dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle avait vécues à cause de cette histoire, donc elle ne voulait pas que mon père ne meure du jour. Mais ma grand-mère, pour toucher l'histoire, elle a dit que, quelle que soit la durée d'une chose, il faudrait que cette chose la prenne fin. Parce qu'il y a une fin pour toute chose. Donc, pour elle, c'était le moment où mon père est mort. Elle voulait que ta mère pardonne. Elle voulait que ma mère laisse tomber, que ma mère pardonne, qu'on reparte sur de nouvelles bases. Donc, tu retournes chez ton père, mais ton papa, le mari de ta maman, est-ce que lui, qu'est-ce qu'il ressent dans toute cette histoire-là? Le mari de ma maman, c'est vraiment trop triste. C'est vraiment trop triste parce que dans mon fort intérieur, toutes les fois, je culpabilise pour ça parce que 2 mois après que je sois partie, il est décédé. Oh. Vraiment, Yako. Yako. Vous avez pu vous revoir au moins avant qu'il ne parte? Quand je suis partie, j'ai eu peur de revenir parce que dans un premier temps, je suis partie 1 semaine après la revenue, voir l'endroit où mon père était, tout ça. Et donc, quand je suis revenue pour prendre mes affaires, tout ce qui me concernait, parce que je devais revenir pour prendre mes vêtements, mais aussi mes bulletins, tout ce qui concernait l'école. Quand je suis revenue, cette fois, je l'ai trouvé déjà malade. Et je me rappelle, quand je l'ai trouvé dans la chambre, Isabelle, Yako. Vraiment, je te dis merci encore d'être venue. C'est vraiment une grande preuve de courage. Beaucoup de gens n'auraient pas pu faire ça. Donc, moi et les téléspectateurs, on te dit vraiment, vraiment merci. Je suis sûre que ton histoire va impacter beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre d'histoire. Il y a des personnes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais pu retrouver leurs parents. On voit ça sur les réseaux sociaux, sur les sites partout. Des gens qui lancent des messages, ah, je cherche ma mère, que je n'ai pas perdu de vue depuis, je cherche mon père, mais mon père que je n'ai jamais connu. Et toi, tu as eu la chance de connaître ton père.
C'est vrai que ça a été difficile, mais vraiment, Yako, et encore merci d'être venu ici. Donc, Je suis revenue. Mon père, il était déjà souffrant. Mon père adoptif, il était déjà souffrant. D'accord. Avant de partir, il m'a remis de l'argent. J'étais une petite fille, donc il ne devait pas me donner peut-être une Tout ça, c'est à 7 ans. Hein? Oui, à 7 ans. Donc là, je devais maintenant avoir 8 ans parce que je devais partir pour la nouvelle rentrée. Et donc, il m'a remis de l'argent. Il m'a dit qu'il tenait à moi comme si j'étais son enfant. C'est un monsieur bon. Oui, il m'a dit que quel que soit ce que la vie a décidé, je reste dans son cœur comme son enfant. Et quel que soit le manque que je peux toujours compter sur lui. T'es sûr. Et quelques temps plus tard, vas-y, décroche-toi. Quelques 2 mois plus tard, il est parti. Et j'étais à ses funérailles. Alors Isabelle, donc tu arrives chez papa maintenant, ton père génétique, c'est comme ça on dit génétique, tu arrives chez lui. Comment ça se passe? Comment l'atmosphère là-bas? Est-ce qu'il est déjà marié? Il a des enfants? Comment ça se passe avec eux et tout? Quand j'arrive chez mon père il est marié avec différentes femmes. D'accord, il est polygame. Ma première femme, ma venue ne lui fait pas énormément de bien. Ça ne lui fait pas plaisir que je sois là. Il y avait déjà des enfants? Oui, il y avait des enfants. Parce que du côté de mon père, j'ai 3 frères et une soeur. 3 frères, un grand frère, 2 petits frères et une petite soeur. Et sa première femme, elle n'est pas d'accord que je sois là. Donc avec elle, c'est un peu difficile. Mais plus tard, elle ne met pas de la maison. Et on reste avec sa deuxième femme. Sa deuxième femme, c'était la mère adorable à laquelle tout le monde aimait. C'était la mère idéale. J'ai vécu plus de 10 ans avec mon père et sa femme. Et quelques temps après, mon père est décédé. Et le souvenir que j'ai de mon père, c'est que chaque jour que Dieu faisait, mon père voulait se racheter auprès de moi. Il voulait compenser, il voulait compenser cette étape qu'il n'avait pas vécue avec moi. Donc il faisait tout ce qui était en son pouvoir. Tu étais une enfant choyée? Oui, vraiment choyée. Parce qu'à la maison, c'est moi qui décidais de ce qu'on devait manger, c'est moi qui décidais de presque tout. Et ça a failli ne pas me laisser apprendre certaines choses, certaines tâches ménagères. Mais femme. Ma mère, sa femme, elle a succombé ça. Et donc, mais tu voyais quand même ta maman toujours? Oui, je venais chez ma mère pendant les vacances et je restais chez mon père à la rentrée pour aller à l'école. Mais bizarrement... Et cette femme-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient, cette mère adorable? C'est d'elle que je voulais parler justement. Bizarrement, après la mort de mon père, pendant qu'on était au final, mon père a dit qu'elle n'est pas sûre de rester une nuit de plus après le décès de papa. Elle a vraiment aimé ton père. Et 11 mois plus tard, elle également est décédée. Oh là là. Elle est décédée. Mais quand elle est décédée, là, j'étais déjà en licence. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour lui être reconnaissante. Et je crois que de là où elle est, elle repose en paix. Tout comme mon père. Vraiment, c'était des personnes merveilleuses. C'était vraiment des personnes merveilleuses. Et de là où ils sont, qui reposent en paix. Et on espère vraiment que le paradis est leur dernière demeure. Et on continue de faire des prières pour eux. Vraiment, cette histoire-là, c'est une histoire vraiment. Et aujourd'hui, tu es une femme mariée. Tu es madame à moi. Et tu as combien d'enfants? J'ai un enfant. Tu as un enfant. Comment ça se passe? Toute cette histoire que tu as vécue avec ton père, manque d'amour, ensuite amour. Comment ça a réjailli aujourd'hui sur ta vie de mère, sur ta vie d'épouse? Pour moi, tout ce qui est comme difficulté qui nous arrive, toutes les situations que nous rencontrons dans la vie de chaque jour, c'est juste fait pour forger notre vie. Bien sûr. Et donc, ça n'a pas d'impact négatif sur ma vie de famille, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mon enfant. Je leur donne l'amour nécessaire que j'ai, qu'on puisse vivre agréablement. Et l'étape de ma vie où j'ai vécu sans connaître mon véritable père a été pour beaucoup de choses positives dans ma vie aujourd'hui. Je me dis que si, depuis le départ, je connaissais mon père, peut-être que les choses n'auraient pas été comme elles sont aujourd'hui. Et donc, j'ai tiré le plus bon profit de cette histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis une personne épanouie dans la société. Et peut-être qu'il peut m'arriver de penser à ça. Une personne très joviale aussi, malgré les larmes. Chers téléspectateurs, je peux vous dire que Isabelle, c'est quelqu'un de très jovial. J'ai pu la découvrir avant l'émission. C'est quelqu'un de vraiment rempli d'amour aussi. On s'attache vite à elle. Donc on peut dire que l'amour que tu as reçu de ton père après toutes ces épreuves-là, ça t'a vraiment forgé. Ça t'a aidé aussi à pouvoir apporter de l'amour autour de toi, de la joie autour de toi. Parce que peut-être la seule chose que ça a pu me laisser, c'est que
maintenant, là, je demande un peu beaucoup plus d'amour à tous ceux qui sont autour de moi. Tu attends de l'attention. De l'attention. J'aime que tout le monde soit à mes petits soins parce que c'est des choses que je n'avais pas connues auparavant. Et franchement, cette situation... Et toi aussi, tu es aux petits soins des autres, oui, n'est-ce pas? Petits soins des autres. Parce qu'en fait, c'est quand on désire recevoir. Et cette situation-là, vraiment, je suis sortie de cette situation avec beaucoup de respect. Parce que j'ai eu le temps de parler avec mon père qui ne m'a pas abandonnée parce qu'il le voulait, mais il m'avait abandonnée parce qu'il y avait des difficultés de la vie. Et donc, je suis sortie, je dirais, grandie de cette affaire. Je n'ai pas de remords en tant que telle concernant telle étape de ma vie ou telle étape de ma vie. Alors, très beau témoignage, chers spectateurs. Vous avez vécu plein d'émotions. C'était les montagnes russes, n'est-ce pas? Dans cette édition d'aujourd'hui, je suis vraiment tellement émue que j'ai du mal à faire ma conclusion. Je vais d'abord remercier notre invitée du jour, Isabelle, qui a accepté de venir témoigner d'une histoire aussi sensible, aussi intime. Vraiment, quelle histoire! Si vous rencontrez des difficultés, si vous rencontrez des choses inimaginables, des choses difficiles dans votre vie, il ne faut surtout pas vous décourager. Il faut vous armer de résilience. Il faut vous armer de foi, de courage. Et il ne faut pas que ces choses-là fassent de vous des mauvaises personnes. Bien au contraire, comme notre invitée Isabelle aujourd'hui, qui est devenue une très belle personne, une très belle âme, grâce aux difficultés qu'elle a vécues. Dans toutes les difficultés, nous devons puiser au plus profond de nous pour être des personnes meilleures. Et pour toutes les personnes qui aimeraient témoigner, vous pouvez écrire sur la page de Reflet TV. Vous nous écrivez inbox tout simplement et on vous contactera pour nous rejoindre sur le plateau, venir témoigner, édifier des personnes et pourquoi pas changer les vies. Suivez Quelle Histoire et restez connectés sur la chaîne. Merci beaucoup.